Donc, vous le savez, hein, depuis 2018, des évaluations nationales ont été imposées à tous les élèves de France, mais à certains niveaux de classe, en CP, début de CP, milieu de CP, en CE1 et également au collège en sixième et au lycée en seconde. Puis, depuis la dernière rentrée 2023, se sont ajoutées les évaluations CM1 et quatrième. À la rentrée 2024, hein, comme cela a déjà été dit au cours de ce webinaire, ce sont toutes les classes du CP à la seconde qui seront concernées par des évaluations à la rentrée récurrentes à chaque rentrée scolaire à partir de 2024. Alors, quel est le problème? Prenons les trois raisons données sur son site par le ministère à ces évaluations. La première des raisons invoquées, c'est fournir aux enseignants des repères des acquis de leurs élèves, leur permettre d'enrichir leurs pratiques pédagogiques. Les récents travaux du CNESCO, dont on a déjà parlé, hein, c'est le Centre national d'études des systèmes scolaires. Ces travaux ont montré en novembre 2022, lors d'une conférence de consensus qui a réuni une vingtaine de chercheuses et chercheurs de disciplines et de domaines différents, ces travaux ont donc montré que les évaluations qui sont vraiment utiles au progrès des élèves, ce sont les évaluations qui sont conduites au plus près de leurs apprentissages, au plus près de ce qu'il se passe en classe et au plus près du travail quotidien des élèves. Les évaluations nationales sont à l'opposé de cela. D'ailleurs, des chercheurs comme Sébastien Goudot de l'Université de Poitiers, hein, qui faisait partie des chercheurs et chercheuses invités par le CNESCO, alertent sur les effets que produisent les évaluations normatives, ce que sont les évaluations nationales. Ce sont des manières d'évaluer, alors je le résume, hein, bien sûr, je résume le propos du chercheur, mais ce sont des manières d'évaluer qui renforcent les inégalités parce que les groupes d'élèves qui sont réputés moins compétents, alors par exemple les élèves des classes populaires ou les filles par rapport aux garçons pour les épreuves mathématiques, vont être soumis à un stress particulier qui est très coûteux sur le plan cognitif, qui va leur créer des difficultés, alors même que des exercices équivalents, en dehors d'un cadre d'évaluation, peuvent tout à fait être réussis. Enfin, pour le premier degré, cette conférence de consensus sur l'évaluation du CNESCO donnait comme recommandation non pas une évaluation qui conduit au classement et à la sélection, mais une évaluation constructive uniquement au service des apprentissages. Je vous lis uniquement la recommandation numéro 20 parce que vraiment c'est celle qui nous concerne, nous, professeurs des écoles. Les enseignants étant polyvalents, ils peuvent mesurer les adaptations et les savoirs d'un élève tout au long de la journée par des activités relevant de plusieurs champs disciplinaires. L'évaluation ne devrait alors s'appuyer que sur des situations informelles, non normatives et quotidiennes pour permettre d'installer les apprentissages fondamentaux sur un temps long au rythme de chaque élève. Ces situations évaluatives évitent d'engager l'élève et souvent sa famille à caractériser l'échec comme la marque d'une incapacité ou d'une absence de don pour une matière, voire même pour toute l'école, dès le début des apprentissages. En imposant ces évaluations nationales, le ministère tourne donc le dos aux travaux de la recherche les plus récents. Mais reprenons notre fil. On voit donc que la première raison invoquée par le ministère est infondée. Une autre raison mise en avant par le ministère pour justifier ces évaluations standardisées imposées contre l'avis des enseignants est de mesurer au niveau national les performances du système éducatif. Là aussi, en fait, c'est un mensonge, puisque toutes les évaluations internationales sont faites sur échantillon, sans être imposées à l'ensemble des élèves d'un pays. L'ADEP, le service statistique du ministère, sait très bien mesurer les performances du système avec des échantillons d'élèves, avec des échantillons d'écoles. Elle le fait déjà dans certaines disciplines, avec les évaluations CEDRE par exemple. C'est ce qu'on appelle les évaluations par panel. Mais alors, si ce n'est ni pour aider les enseignants à améliorer les apprentissages des élèves, ni pour mesurer le niveau scolaire des élèves français, à quoi servent donc ces évaluations imposées? Eh bien, c'est la troisième raison invoquée par le ministère qui nous donne la réponse. Elles servent à piloter le système éducatif grâce aux indicateurs qu'elles fournissent. C'est cela le plus important à comprendre, à savoir, depuis 2018, ces évaluations standardisées imposées sont accompagnées de pressions de l'institution de plus en plus fortes
sous la forme de formations imposées, de réunions imposées, de visites dans les classes, d'injonctions sur les méthodes, d'injonctions sur les manuels. Et les conséquences sont doublement problématiques, puisque d'une part, les professeurs des écoles sont de plus en plus traités en exécutants qui doivent obéir et ne plus réfléchir. Or, on ne voit pas très bien comment les questions et difficultés de nos élèves seraient mieux prises en compte avec des enseignants uniquement chargés d'exécuter des consignes. L'attaque contre le métier d'enseignant est majeure, mais aussi, le deuxième aspect, c'est que les contenus enseignés s'appauvrissent. Plus on avance et moins nous devons nous référer au programme complet. Toutes les injonctions se concentrent en fait sur l'amélioration des résultats aux évaluations. Donc les professeurs des écoles doivent se concentrer sur les exercices, sur les items des évaluations et plus sur les savoirs à construire, sur l'ensemble des programmes dans toutes leurs dimensions. J'ai autour de moi en ce moment des collègues de CP en REP+, qui viennent de recevoir la visite de l'équipe de circonscription avec l'IEN. Et comme on leur a dit, comme les résultats aux évaluations de 6e, qui étaient en fait les premiers élèves des premiers CP dédoublés, comme ces résultats ne sont pas très bons, on leur a dit qu'ils et elles devaient maintenant se concentrer sur une seule méthode donnée par l'IEN et sur les entraînements des compétences de bas niveau, parce que la priorité est clairement l'amélioration des résultats aux évaluations. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, le CSEN, dont on a déjà parlé, mis en place par Jean-Michel Blanquer en 2018, c'est-à-dire en même temps que les évaluations nationales, porte l'idée que tout ce qui se fait en classe doit être dicté de l'extérieur, par des décideurs qui s'appuient sur la science. En réalité, sur une seule épistémologie, c'est-à-dire sur une seule entrée qui est reconnue donc par ce CSEN, celle des essais contrôlés randomisés. Alors je vais traduire, sont tout simplement niés les recherches qualitatives, la sociologie des apprentissages et de l'éducation, les recherches en didactique même, pour qu'il ne reste plus que ce qui est mesurable et quantifiable, en réalité ce qui est contrôlable. Et il reste évidemment la mise au pas des enseignants. D'autres pays, pourtant, ont expérimenté cette obsession des évaluations standardisées et des méthodes imposées qui vont avec. Pour le Québec, par exemple, on a un chercheur, Christian Marois, qui vient de faire un bilan très très complet de ce type de pilotage. Les résultats des élèves ne sont pas meilleurs, loin de là. Par contre, le métier enseignant est mis à mal et même les formatrices et formateurs d'enseignants ne sont plus que des exécutants eux-mêmes chargés de transmettre les consignes aux enseignants. Il faut savoir également que cette généralisation des évaluations des élèves de manière standardisée, c'est-à-dire coupée de ce qui peut se jouer, se construire en classe, s'inscrit en fait dans un ensemble. C'est tout le système qui est pris dans cette folie évaluative. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais on nous impose aussi maintenant d'auto-évaluer nos écoles avec des protocoles qui prennent un temps fou et qui ne nous apportent rien. C'est en réalité tout le système qui bascule en ce moment dans l'évaluationnite généralisée. Mais revenons aux élèves, revenons au métier d'enseignant et revenons à l'école. Depuis 2018, les professeurs des écoles sont coincés entre d'un côté les programmes, pas parfaits mais assez complets, et de l'autre côté, les items d'évaluation et les injonctions à ne s'occuper de plus en plus que de ces compétences mesurables et quantifiables. C'est important de le mesurer. Non seulement les évaluations nous enferment dans les fondamentaux français et maths, alors que la France est déjà le pays qui donne le plus de place à ces matières, mais en plus, les évaluations focalisent sur les compétences de bas niveau parce que la priorité est donnée aux quantifiables et aux mesurables. Depuis 2018, donc, nous sommes pris entre ces deux prescriptions différentes, programme et évaluation. Mais en réalité, c'est ce qui nous a permis jusqu'à présent de ne pas nous laisser complètement enfermer dans les items des évaluations en nous appuyant sur les programmes. Eh bien, à la rentrée 2024, le ministère, malheureusement, a trouvé comment nous enfermer complètement, puisqu'il réécrit les programmes. On l'a vu avec nos deux chercheurs, et ce sont les items des évaluations qui deviennent les attendus des programmes. Les évaluations deviennent ce qui structure les futurs programmes. Si nous laissons faire, la boucle sera bouclée.
Les élèves, comme les enseignantes et les enseignants, seront enfermés dans ces items qui ne permettront pas à tous les élèves de construire les savoirs nécessaires pour se construire, pour agir sur eux-mêmes et pour agir sur le monde. Rappelons que ces évaluations sont fabriquées en tournant le dos aux recherches essentielles de ces 20 dernières années, on l'a dit, didactique, sociologie des apprentissages, etc., qui donnent pourtant des pistes essentielles pour agir contre les inégalités scolaires. On tourne le dos à ces pistes-là. Le CNESCO, par exemple, que je cite pour une dernière fois, insistait sur le fait que c'est en s'intéressant aux procédures des élèves que nous pouvons agir sur leurs apprentissages, sur ce qui fait malentendu ou difficulté. Les évaluations nationales ne donnent aucune indication sur les procédures des élèves. Ils ont juste ou faux, ils sont dans la norme ou fragiles ou à besoin. La généralisation des évaluations à la rentrée 2024 pour tous les élèves du CP à la seconde, c'est le triomphe d'une norme à laquelle les élèves doivent se conformer. C'est le triomphe du classement et de la sélection dès 6 ans. Les enseignantes et les enseignants, mais aussi les parents, sont concernés. Veut-on d'une école qui renonce à un climat sécure d'apprentissage pour les élèves? Car des évaluations normatives dès 6 ans, pour rythmer la totalité de la scolarité, qu'est-ce que cela ouvre comme scolarité aux enfants? C'est ainsi que l'on peut réaliser que les groupes de niveau au collège, qui sont rejetés par les enseignants comme par les parents, ne seront finalement que la suite logique de ce qui se généralisera au primaire à la prochaine rentrée. Alors à la FSUS NUIPP, nous pensons qu'il ne faut pas accepter le Teach for Test, l'enseignement organisé autour des évaluations standardisées. Nous pensons qu'il ne faut pas laisser s'installer une école où la pression évaluative démarre dès le CP. D'ailleurs, la maternelle est concernée aussi puisque sont déjà sortis des cahiers de vacances pour les élèves de moyenne section et de grande section afin de les préparer aux évaluations de début de CP. Les évaluations standardisées, imposées à tous les niveaux de classe, sont la clé de voûte de l'école du tri voulue par le gouvernement. Elles sont centrales dans la politique éducative actuelle dont nous ne voulons pas. C'est pourquoi, comme l'a dit Guylaine David tout à l'heure, avec toutes les organisations syndicales du premier degré, nous avons lancé une pétition que vous trouverez sur le site national de la FSUS NUIPP, Évaluation, laissez-nous travailler. Cette pétition, c'est le début d'une action importante. Faisons-la connaître, faisons-la signer dans toutes les écoles. Cela permet d'alerter toutes celles et tous ceux parmi nos collègues qui n'ont pas encore mesuré ce qui est en train de se mettre en place. La faire signer massivement maintenant, c'est se donner les moyens que les évaluations nationales soient remises en cause en septembre. Popularisons nos analyses, faisons signer massivement la pétition contre les évaluations et préparons une rentrée 2024 sans évaluation nationale pour imposer notre vision de l'école publique.